Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie dans votre émission Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est le chef de file du Front National en Normandie. Il est député européen, numéro 3 du parti de Marine Le Pen. Le FN en quête d'une nouvelle image à l'approche de 2017. On va lui poser la question. Nicolas Bay est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Chenu nous accompagne. Bonjour Chenu. Bonjour Franck, je me pose une question. Premier dessin. Oui, je me pose une question Franck. Est-ce que le président de la République et sa politique ou Nicolas Sarkozy ne fabriquent pas un boulevard pour Marine Le Pen qui va peut-être arriver à l'Élysée un jour. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui se met par contre sur son chemin, c'est Papa, parce que Papa il est toujours là et il bloque un peu. Jean-Marie Le Pen, dont on va parler dans un instant. Je précise également que vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook de France 3 Normandie et réagir. Nicolas Bay, il y a un an, les Normands vous connaissez assez peu. Les Bas-Normands, ex-Bas-Normands du moins, beaucoup vous ont découvert lors de la campagne des régionales. La question que l'on se pose, c'est quand on voit vos responsabilités, secrétaire général du Front National, député européen, conseiller régional, chef de file du Front National en Normandie, on se dit mais il ne peut pas tout faire. Bah si, il peut tout faire. Et les journées sont bien remplies, je vous le concède, mais vous pourrez regarder mes taux de présence et d'activité à la fois au Parlement européen et au Conseil régional et vous constaterez que j'assume pleinement la totalité de mes mandats et responsabilités. Est-ce que vous serez encore présent justement à la région dans les mois qui viennent? Parce qu'il y aura à gérer cette campagne présidentielle, la campagne des législatives dans la foulée. Mais vous allez abandonner un peu. Non, je ne vais rien abandonner du tout. Vous savez, je suis conseiller conseiller régional depuis maintenant 7 ans, 6 ans dans le Conseil régional de Haute-Normandie et bientôt 1 an dans la Normandie désormais réunifiée. Et j'ai toujours été très présent à la totalité des débats régionaux, très présent à toutes les séances. Et c'est ce que je continuerai à faire. Mais ce qui est vrai, le changement, c'est que le Front National a pris une nouvelle dimension dans la région. Nous avons aujourd'hui un groupe très solide de 21 élus régionaux qui se sont mis au travail. On ne peut pas en dire autant des autres groupes d'opposition, notamment. Les socialistes n'ont toujours pas digéré leur défaite. Nous sommes au travail dans une opposition qui est à la fois résolue, mais constructive. Et c'est évidemment un travail d'équipe. Je ne suis pas seul pour mener à bien ce travail de visibilité du Front National au Conseil régional et d'une façon générale en Normandie. De la Normandie, justement, de l'ancrage réussi ou pas du Front National dans cette région. Mais je le disais au début, vous êtes député européen, numéro 3 du Front National. Et on a appris que le FN, cette semaine, que 2 de ses dirigeants étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroquerie et abus de biens sociaux au cours de la présidentielle et les législatives de 2012. Marine Le Pen a été entendue dans cette affaire. Elle a réagi, c'était hier, et a parlé de persécution. Le Front National victime, ça paraît étrange quand même. Vous savez, la justice, tout le monde sait bien qu'elle est parfois instrumentalisée et parfois politisée. Je ne jette pas l'opprobre sur l'institution dans son ensemble, mais évidemment, il y a parfois une utilisation qui est faite de la justice. Là, je crois qu'il s'agit d'une persécution. C'est une affaire qui dure depuis 2 ans. Pendant ces 2 années d'instruction, une enquête qui a coûté très cher aux contribuables, aucun élément nouveau n'est apparu. Et ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que nous avons financé nos campagnes dans la plus totale légalité, eh bien, apparaît au grand jour, malgré cette mise en examen. Et ce procès à venir, la Commission nationale des comptes de campagne a validé nos comptes à 4 reprises. Elle est présidée par un haut magistrat, ancien président de la Cour des comptes, M. Laugereau. Donc nous, ce que nous disons depuis le début... C'est pas un big malion à la Non, absolument pas. Il n'y a aucun fait délictueux. Je vous mets au défi, M. Beignet, d'essayer de trouver un seul fait délictueux dans ce qui nous est reproché. En réalité, nous avons respecté la loi. Examen, donc, oui, d'accord, mais je crois que le procès sera l'occasion de montrer que nous n'avons rien commis d'illégal. Et encore une fois, je crois que ça participe, le calendrier judiciaire n'est pas toujours lié au hasard. Et en l'occurrence, le fait d'avoir ce procès qui est annoncé à quelques mois de la présidentielle est tout sauf anodin. Alors, Chenu, il faisait référence il y a quelques instants, le Front National a connu un nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose Jean-Marie Le Pen à la direction du Front National. J'aimerais connaître votre avis justement sur la question. Jean-Marie Le Pen sanctionné pour avoir réédité ses propos sur les chambres à gaz et qui réclame sa réintégration au sein du parti, ainsi qu'un dédommagement de 2 millions d'euros. Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre. Votre commentaire sur cette affaire, ça fait affaire de famille, c'est ce que Non, mais vous savez, c'est une affaire qui est réglée maintenant. Il y a un peu plus d'1 an, Jean-Marie Le Pen a été écarté du Front National, il a été exclu, parce qu'en effet, il n'était pas possible que les propos qu'il tenait puissent engager le Front National, alors qu'il était président d'honneur du mouvement. Voilà, je crois que c'est une clarification qui était nécessaire. Pour nous, la page est définitivement tournée. On peut avoir de l'estime pour Jean-Marie Le Pen, pour ce qu'il a fait, mais aujourd'hui,
dans le passé, il a construit une grande force politique, mais aujourd'hui, il n'est plus membre du Front National. Et les péripéties juridiques que vous évoquez, elles ne changent rien à la décision politique qui a été prise. Marine Le Pen a pris ses responsabilités. C'est pas pour elle que c'était le plus facile. Ça n'échappe à personne. Ça permet de bien montrer clairement que voilà, le Front National aujourd'hui, il défend des idées et des valeurs, et nous n'acceptons pas que quiconque au sein du mouvement tienne des propos qui soient contraires à ces idées, à ces valeurs. Alors, les 20 et 27 novembre, on va avancer, aura lieu la primaire de la droite et du centre. On voit bien que les candidats lancent un appel aux électeurs du Front National, quand on lit même entre les lignes. Que leur dites-vous à ces militants du Front National? Ne vous déplacez pas pour choisir celui qui représentera la droite et le centre. J'ai pas besoin de le dire aux militants du Front National. Je crois qu'ils n'ont pas du tout l'intention ni d'aller voter à cette primaire de la droite, ni même de s'intéresser à ce débat. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne s'intéressent absolument pas à ce débat, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on nous présente la primaire comme un enjeu, alors qu'il n'y a aucun enjeu. Il faudra choisir entre celui qui a échoué il y a 5 ans et celui qui a échoué il y a 20 ans, entre le président de la République d'hier et le Premier ministre d'avant-hier. Je crois que c'est un débat qui n'a aucun intérêt. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy sont des responsables politiques qui ont échoué dans tous les domaines, qui ont trahi leurs promesses de campagne. Aujourd'hui, ils sont lourdement disqualifiés. Et alors évidemment, ils profitent de la campagne pour essayer de redorer leur blason. Nicolas Sarkozy, comme toujours, quand il est en campagne électorale, il parle comme le Front National. Ouais, mais on sait que quand il est aux affaires, eh bien, il gouverne comme la gauche. Alors, vous étiez il y a quelques jours sur le terrain pour dénoncer, on va en parler parce que c'est un des thèmes favoris du Front National, la question de l'immigration. Vous étiez sur le terrain pour dénoncer l'accueil des migrants sur l'ensemble du territoire. L'État a annoncé le démantèlement de la jungle de Calais avant la fin de l'année et la répartition des 12 000 migrants qui se trouvent là-bas sur Calais dans des centres d'accueil et d'orientation. Ça va se faire au prorata de la population, on le sait. Il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui prouve ça. On évoque 813 places en Normandie. On va prendre l'exemple dont on parle dans la presse depuis quelques jours. C'est celui de la commune de Bretteville-sur-Lez, dans le Calvados. Un bâtiment a été réquisitionné par l'État pour accueillir 32 migrants. Je vous écoute sur ce sujet dans un instant, mais on va voir d'abord ce sujet de Laurent Marville et Franck Baudron. Niché au creux d'un vert vallon, Bretteville-sur-Lez, 1736 habitants au dernier recensement, est en ébullition. L'arrivée prochaine d'une trentaine de migrants dans la commune attise les passions et les divisions. Au Val-de-Lez, à l'heure du petit café arrosé, on sent bien que les futurs arrivants ne seront pas les bienvenus. Là, je suis contre. Ces gens-là, il va falloir leur trouver forcément du travail. On va les loger gratuitement. On va leur donner de l'argent. Cette affichette, appelant à signer une pétition contre la venue des migrants, a mis le feu aux poudres. Elle parle de viol, de vol, d'agression. L'ancien maire est scandalisé. Il a décidé de porter plainte pour discrimination et incitation à la haine raciale, en alertant également la Ligue des droits de l'homme. J'ai été choqué par des affichettes qui ont été mises par certains commerçants visibles sur la voie publique. Que l'on soit pour ou contre l'arrivée de migrants en dose limitée à Bretteville-sur-Lez, ça ne m'offusque pas particulièrement. Avec plusieurs amis, nous irons leur témoigner notre fraternité. C'est dans cette ancienne maison de retraite que les migrants doivent être logés. Les services de la préfecture du Calvados doivent se déplacer à Bretteville la semaine prochaine pour tenter d'apaiser le climat dans la commune. Voilà, ça crée des tensions, des réactions, on vient de le voir, parfois exagérées. Quand on voit justement ces affiches qui étaient posées sur les vitrines des commerçants, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Bon, je ne sais pas qui a édité ces affiches, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inquiétude très profonde, très légitime de nos compatriotes qui, dans ces secteurs ruraux, qui souffrent déjà terriblement. Ils souffrent du marasme agricole, ils souffrent de la disparition progressive des services publics et on veut en plus leur imposer l'immigration massive. Je rappelle que cette politique de relocalisation de l'immigration, au-delà du seul cas de Calais, elle est organisée par la Commission européenne contre l'avis des nations. Il y a un certain nombre de pays comme la Hongrie ou la Pologne qui se révoltent contre cette politique scandaleuse, mais évidemment, François Hollande, lui, est très docile. Et aujourd'hui, on a l'État qui impose aux mairies par les préfectures, eh bien, des quotas de migrants qu'on appelle des migrants. Simplement parce qu'on ne peut pas garder, c'est ce que dit le ministère de l'Intérieur, on ne peut pas garder 12 000 migrants là-bas sur une seule zone, celle de Calais. Non, mais ce n'est pas le problème, Monsieur Vénier. Le problème, c'est que ce sont en réalité des clandestins.
Bernard Cazeneuve lui-même l'a reconnu lorsqu'il est venu à Calais. 60% d'entre eux sont là pour des raisons économiques. Ils ne répondent pas aux critères de l'asile politique. Ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. La solution, s'agissant de cette immigration clandestine, c'est pas la répartition, c'est pas la dissémination dans nos campagnes, c'est l'expulsion. Voilà, la place de ces immigrés clandestins, c'est pas dans des camps payés par le contribuable, c'est dans les charters. Il est absolument... Il y a un clandestin sur 10, je crois, qui est reconduit à la frontière aujourd'hui. Oui, non, même moins que ça. Il y en a 6% sur les déboutés du droit d'asile qui sont reconduits à la frontière. Tous les autres y restent, ce qui est un véritable scandale et ce qui crée une situation d'injustice et de véritables préférences étrangères. Je vous donne 2 chiffres très concrets. Au moment où le gouvernement annonce la création de 30 000 places pour accueillir les migrants, eh bien, dans le même temps, Marisol Touraine annonce la suppression de 15 000 lits d'hôpitaux. On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement... 12 000 places. Pardon ? 12 000 places. On parle de 12 000 places, pas 30 000. Oui, sur toute la France, il y a pas seulement Calais, il y a aussi l'ensemble de la politique dite de relocalisation. Et c'est 30 000 places. Et c'est d'ailleurs sans doute beaucoup plus. Mais évidemment, on cache les vrais chiffres aux Français. Mais il est clair que dans un pays où on a 6 millions de chômeurs réels, dont des centaines de milliers en Normandie, 9 millions de pauvres, un très grand nombre dans notre région, il est absolument insupportable qu'on impose ensuite dans les zones rurales cette immigration massive qui va générer non seulement des problèmes économiques et sociaux, mais également des problèmes sécuritaires et identitaires. C'est évident. On n'aurait pas le communautarisme sur notre sol et à la clé de l'islamisme si on n'avait pas laissé prospérer une immigration totalement incontrôlée, totalement anarchique depuis des décennies. Sur ce plateau, le maire de Ouistreham, Romain Baye, les Républicains, qui disait que depuis, je sais pas, c'est son témoignage, que depuis quelques semaines, il y avait moins de pression migratoire, qu'il y avait moins de migrants à tenter la traversée vers l'Angleterre. Alors, ce que vous aviez prédit, comme quoi Dieppe, Cherbourg et Ouistreham pouvaient devenir les futurs Calais, en fait, ça n'a pas. Non, mais ça n'arrive pas. C'est un risque permanent. En réalité, on sait très bien que cette politique de relocalisation, elle consiste à répartir partout des migrants qui vont sans doute à nouveau tenter la traversée vers l'Angleterre pour ceux qui sont anglophones notamment ou qui cherchent à se rendre en Grande-Bretagne. Donc, il y a 2 solutions. Ou bien on les empêche à toute force de sortir, c'est ce que essaie de faire le gouvernement, ou alors, plus simplement, on les empêche d'entrer. Et pour ça, ça nécessite de remettre en cause Schengen, de rétablir nos frontières nationales, parce qu'aujourd'hui, les frontières européennes, c'est les frontières sud de l'Europe, sont de véritables passoires, et qu'il n'y a aucune volonté de mettre fin à ces flux massifs d'immigration, dont je rappelle quand même qu'ils représentent déjà, rien que sur l'année 2015, 1 200 000 personnes. Le scénario que vous aviez prédit il y a tout juste un an, puisqu'on parlait de la campagne des régionales, comme quoi, justement, on allait voir dans les ports différents campements. Il y a eu, effectivement, à Dieppe, avec des décisions... Mais c'est pas terminé. Et des plaintes qui ont été déposées par le Conseil régional, notamment, et Hervé Morin, en demandant l'évacuation de ces campements. Aujourd'hui, cette pression, ce que vous nous aviez annoncé il y a un an, durant cette campagne régionale, n'arrive pas. Mais si, non seulement ça a eu lieu, et ça va à nouveau avoir lieu, parce qu'il est évident qu'on ne fait que déplacer le problème. Si on continue à accueillir massivement cette immigration clandestine, à organiser des camps aux frais du contribuable pour les loger, eh bien, on va en avoir toujours plus qui vont entrer, et on aura des Calais partout, et il y en aura en effet sur toutes les portes d'entrée vers l'Angleterre, notamment à Dieppe ou à Ouistreham, mais partout sur le territoire national. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train d'organiser cette installation d'une immigration, encore une fois, qui s'ajoute à l'immigration légale. La France a déjà 200 000 entrées légales par an, et on ajoute des dizaines et des dizaines de milliers de clandestins. Alors, on connaît le programme du Front National sur l'immigration, c'est pas nouveau, hein, c'est historique même. On connaît moins vos propositions, je dirais que c'est pas forcément une thématique sur laquelle vous êtes en priorité interrogé. Vos propositions en matière d'emploi, d'économie. Le chômage est reparti à la hausse pour le mois d'août avec à peu près 1 millier de demandeurs d'emploi supplémentaires à l'échelle de la Normandie. Vous êtes élu de la région, que dites-vous aux gens qui n'ont pas de travail et qui se demandent s'ils ne vont pas d'ailleurs faire leur valise pour aller chercher du boulot ailleurs? D'abord, on peut évidemment les comprendre, parce que c'est vrai qu'en Normandie, la situation sur le front de l'emploi est très dégradée. Il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises à l'échelle régionale, par le Conseil régional, notamment de soutien aux TPE-PME, mais l'essentiel des mesures pour retrouver le chemin de l'emploi et inverser la courbe du chômage, eh bien, c'est évidemment de faire le contraire de ce que fait le gouvernement actuel et de ce qu'a fait le gouvernement précédent. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire du patriotisme économique, aujourd'hui c'est interdit par Bruxelles, il faut rétablir des protections aux frontières, ce que font tous les pays du monde, c'est interdit là aussi par Bruxelles, et puis il faut redonner de la compétitivité à nos entreprises, c'est alléger la fiscalité, les charges, les contraintes administratives qui pèsent sur elles.
naturel. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une injustice fiscale insupportable qui fait que les grands groupes payent peu d'impôts sur les sociétés, les petites entreprises en payent beaucoup, et aujourd'hui, eh bien, elles sont face à une concurrence totalement déloyale, sauvage de pays à beaucoup de main-d'œuvre. Vous êtes élu de la région. Comment la Normandie peut tirer son épingle du jeu par rapport à d'autres régions? C'est qu'il y a une compétition entre les régions. Qu'est-ce qui fait nos atouts? Comment garder notamment ces jeunes qui ont... On est la 4e région la plus touchée par le chômage des moins de 25 ans. Comment on permet à ces jeunes de rester travailler en Normandie? Qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, deux choses. D'abord, il faut dire la vérité. L'essentiel des mesures qui doivent être prises, encore une fois, c'est au niveau national. Maintenant, au niveau régional, le Conseil régional a des moyens d'intervenir, notamment en soutien financier aux petites entreprises par des prêts, par des avances remboursables, par des soutiens à tel ou tel secteur. Il faut évidemment soutenir les filières d'avenir. Il ne faut pas faire comme ont fait les socialistes pendant des années et des années dans notre région, c'est-à-dire une espèce de saupoudrage de subventions dans toutes les directions, ou les emplois tremplins, etc., qui coûtent une somme considérable aux contribuables et qui n'ont aucune pérennité. On voit des images justement de l'Assemblée régionale qui s'est tenue lundi dernier à Caen, au cours de laquelle il a été décidé de créer une école de la deuxième chance. Ça va concerner des jeunes de 17 à 30 ans qui sont en décrochage, 150 jeunes. Le bâtiment est en cours d'aménagement, c'est un ancien collège, Hérouville-Saint-Clair. Est-ce que ça, c'est la solution, de remettre le pied à l'étrier à des gens qui sont en complet décrochage scolaire et décrochage social même? En l'occurrence, c'est une mesure qui nous semble utile, et d'ailleurs nous l'avons soutenue, nous avons voté pour dans l'hémicycle du Conseil régional lundi dernier. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va régler le problème. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui cherche finalement, puisqu'il n'arrive pas à régler le problème du chômage, il s'attaque aux chômeurs. Il procède à des radiations administratives massives. Ça n'empêche même pas les statistiques du chômage de poursuivre une hausse inexorable. On a eu 50 000 chômeurs supplémentaires en France au cours du mois dernier, malgré l'emploi saisonnier qui, au mois d'août, de façon un peu artificielle, atténue le nombre de demandeurs d'emploi. On a une situation, encore une fois, absolument dramatique, et un gouvernement qui n'a pris aucune des mesures nécessaires. Je crois que la vraie réponse, ça consiste à avoir un État qui joue à nouveau tout son rôle de soutien à l'économie, mais rien que son rôle, c'est-à-dire qui permet en même temps la liberté d'entreprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises aussi bien par la droite que par la gauche, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, sont marquées par l'échec le plus complet. Alors la région, on va parler transport à présent, a lancé une grande consultation auprès des Normands. Ça, c'était à la rentrée, pour savoir quels trains ils voulaient. Les trains sur les grandes lignes avec Paris vont être changés. Il y aura du matériel neuf en 2020. L'État, qui a passé une convention avec la Normandie, va payer la facture de ces nouveaux matériels, plus de 720 millions d'euros. Et en contrepartie, la région, c'est une première, effectivement. C'est la première région, est-ce qu'elle a mordu à l'hameçon ou pas, vous allez me le dire, s'engage à gérer ces lignes. Que dites-vous aux usagers qui connaissent de vraies galères, des retards à répétition? On sait qu'avec la période hivernale qui s'ouvre, il va y avoir des feuilles sur les voies et des problèmes qui vont se répéter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas justement une des bonnes décisions de ce début de mandat d'Hervé Morin et de son équipe? Non, je pense qu'au contraire, c'est la très mauvaise décision qui a été prise, s'il y en avait qu'une, par Hervé Morin depuis le début de son mandat. En réalité, il a organisé lui-même le désengagement de l'État dans notre région. Quel est le problème avec les voies ferroviaires entre Paris et la Normandie? Eh bien, c'est à la fois le problème du matériel roulant, qui est très daté. Les wagons sont dans un mauvais état et nécessitent d'être soit remplacés, soit d'être entièrement rénovés. Et puis, c'est le problème des voies, c'est-à-dire qu'on a des tracés sinueux, beaucoup de problèmes qui ont un impact direct sur la fiabilité, sur la durée des temps de parcours. La solution, ça n'est pas une hypothétique ligne nouvelle Paris-Normandie qui aurait un délai de réalisation supérieur à 40 ans, qui n'a pas aujourd'hui un seul financement et qui, de surcroît, et dont on n'est même pas sûr que dans 40 ans, elle correspondra vraiment aux besoins à ce moment-là. Mais la solution, c'est évidemment pas ce qu'a fait Hervé Morin. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait payer par l'État les nouveaux wagons. Et en contrepartie, la région se retrouve à se débrouiller toute seule avec les lignes entre Paris et la Normandie, alors que ces lignes, elles sont déficitaires à hauteur de 46 millions d'euros par an. C'est-à-dire que l'État a évidemment fait une bonne affaire, si je puis dire, et pour les Normands, c'est une très mauvaise affaire, puisque l'État s'est désengagé totalement. Nicolas P, qu'auriez-vous fait justement? Parce qu'on connaît les galères des gens qui voyagent en train entre la Normandie et la capitale. Ils témoignent tous les jours, en fait, des problèmes rencontrés. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne s'engage pas justement dans une politique comme celle-là, et si on ne signe pas une convention avec l'État pour changer de matériel et avoir des wagons neufs et qui n'ont pas 40 ans de moyenne d'âge?
je vais vous répondre là-dessus. Je crois qu'il y avait principalement deux solutions. La première, ça consiste à investir et dans le cadre d'un partenariat avec l'État, mais pas un État qui se désengage, qui fait simplement un chèque de solde de tout compte, un vrai partenariat. Il faut évidemment améliorer les voies existantes. C'est un investissement qui n'est pas négligeable, mais qui aurait permis d'améliorer les temps de parcours et la fiabilité. Première chose. Et la deuxième chose, ça consistait à rénover le matériel roulant actuel. C'est ce qu'a fait par exemple la région Auvergne pour un montant qui est 5 fois inférieur à ce qui a été choisi par la Normandie. Il aurait été aussi nécessaire de changer les motrices. Et ça aurait permis d'ailleurs de faire travailler Alstom, l'usine de Belfort en l'occurrence, plutôt que la concurrence étrangère, en l'occurrence Bombardier. Et tout ça pour un coût infiniment moins important pour le contribuable et surtout en forçant l'État à continuer ses investissements en Normandie, alors qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le Conseil régional de Normandie qui va devoir chaque année essuyer une ardoise de 46 millions d'euros de déficit des lignes intercités entre Paris et la Normandie. Alors, on parlait de la réunion qui s'est tenue lundi dernier justement au Conseil régional. Sur les bancs de cette assemblée régionale, il y avait quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le maire d'Évreux, Guy Lefranc, les Républicains. Il a fait voter cette semaine, ça ne vous a pas échappé, une délibération dans sa commune pour permettre aux policiers municipaux d'être armés. Je vous demande votre réaction dans un instant, mais d'abord on l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes face à un terroriste qui peut frapper n'importe où. Les polices municipales sont les premières concernées, sont les premières cibles visées. Elles doivent être protégées, elles doivent pouvoir protéger la population. Voilà, l'armement des policiers municipaux à Évreux, ça sera effectif, ça a été voté cette semaine. Votre action là-dessus? C'est pas une mesure originale. Il y a énormément de villes dont la police municipale est armée. Moi, je crois que quand on a des policiers, il faut qu'ils soient armés. Parce que c'est évidemment les rendre très vulnérables s'ils sont habillés en policiers, mais qu'ils ne sont pas équipés comme des policiers, notamment avec des armes à feu. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation très critique sur le plan de la sécurité. À la fois, la délinquance quotidienne se développe partout, y compris en secteur rural. On a de surcroît la menace terroriste qui reste permanente sur notre sol. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que les polices municipales soient armées. Et ce qui est nécessaire aussi, c'est que l'État retrouve réellement, se donne à nouveau les moyens en matière de sécurité publique. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait effondré les effectifs de la police, 13 000 postes. François Hollande ne les a jamais reconstitués, malgré ses promesses de campagne de 2012. Les effectifs de l'armée et de la douane ont eux aussi été fortement abaissés. Je crois qu'il est urgent d'avoir un État qui assure à nouveau ses fonctions régaliennes. Justement, parce que quand on regarde les sondages, on s'aperçoit que la priorité, la préoccupation des Français aujourd'hui, devant l'emploi d'ailleurs, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. La région a proposé de consacrer 10 millions d'euros à l'installation de caméras de surveillance à l'entrée des lycées. C'est quelque chose que vous soutenez ou pas ? Je soutiens d'autant plus que c'est une idée que nous avions développée dans le cadre de la campagne régionale. Il y a, c'est vrai, une vraie insécurité dans les établissements scolaires ou aux abords des établissements scolaires. S'agissant des lycées qui sont gérés par la région, il y a un sujet, les rackets, les trafics en tout genre qui se développent dans les lycées. Donc je crois que la vidéoprotection, c'est utile. C'est ce que nous défendions pour la campagne régionale. Et je me réjouis de voir qu'Hervé Morin s'est rallié à cette position, un peu tardivement, mais il s'est rallié, c'est l'essentiel. Pour le reste, je crois que c'est encore une fois, la sécurité publique, c'est une prérogative de l'État. Et aujourd'hui, si on veut se réarmer face au terrorisme, eh bien, il faut à la fois prendre des mesures d'urgence, expulsion des imams radicaux, fermeture des mosquées tenues par les salafistes, et protection du territoire, notamment par la maîtrise de nos frontières. Dans tous les lieux publics de la région, les bâtiments de la région, je crois qu'il faut pas profiter des équipements très sécuritaires, des portiques, on parle de portiques dans les gares. Non, mais que dans certains endroits qui sont criminogènes, eh bien, on installe de la vidéoprotection, c'est une sage décision. En revanche, il ne faut pas profiter du terrorisme et de la menace terroriste pour organiser une espèce de flicage généralisé et atteindre aux libertés individuelles. Je crois que ce qui est important, c'est que, encore une fois, on ait les moyens, les effectifs et la volonté politique, s'agissant de la police, de l'armée, de la gendarmerie, des douanes, pour faire un travail de protection des Français. Et c'est aujourd'hui ce qui fait défaut. Encore une fois, c'est le bilan conjoint de François Hollande et de Nicolas Sarkozy et de leurs gouvernements respectifs qui ont désarmé la France, qui ont fait reculer la République et aujourd'hui qui ont rendu notre pays et notre peuple vulnérables face à l'islamisme et au terrorisme. Alors, dans 7 mois aura lieu l'élection présidentielle, suivie des législatives en juin prochain. On va en parler puisque vous êtes directeur de campagne pour les législatives pour le compte du Front National. Je vous propose d'écouter ce que disait le philosophe Michel Onfray qui était sur notre plateau il y a quelques jours. Quand je dis juste quelque chose qui est de bon sens, quelque chose qui est de bon sens, c'est-à-dire les gens votent et on leur dit votre vote, on n'en a rien à faire. Vous avez voté contre le traité européen, eh bien vous êtes contre, vous l'aurez quand même. Ça, vous appelez ça la démocratie? Vous voudriez que je défende ça? Moi, je ne suis pas un électeur du Front National, je ne suis pas un sympathisant du Front National. Moi, je suis pour la proportionnelle intégrale.
Ça veut dire effectivement que les gens votent, et puis après, on les met là où ils sont. Voilà, Michel Onfray qui est pour la proportionnelle intégrale. Il y a 2 députés pour l'instant Front National à l'Assemblée nationale. Il faut aller vers ça justement. En juin prochain, il faudra mettre une dose de proportionnelle. Je pense qu'il faut plus qu'une dose. Michel Onfray a raison quand il parle de la proportionnelle intégrale. En réalité, il faut faire à nouveau vivre la démocratie. Une dose de proportionnelle, c'est une dose de démocratie. Moi, je suis pour la démocratie totale. Il faut qu'à nouveau, tous les Français soient convenablement représentés dans leurs différentes opinions à l'Assemblée nationale et d'ailleurs également dans les autres instances de la République. Je crois que c'est évidemment très important. Aujourd'hui, on a une véritable crise démocratique. On a un Parlement qui est très peu représentatif de la France et de surcroît, un gouvernement qui aujourd'hui passe ses projets de loi par le mécanisme du 49.3, c'est-à-dire contre l'avis des Français et contre même l'avis de la majorité à l'Assemblée nationale. On a un fonctionnement finalement oligarchique, avec une petite caste qui se maintient au pouvoir, qui exerce le pouvoir de façon dogmatique, de façon sectaire. On en a eu de nombreux exemples ces derniers mois. La déchéance de la société française, tous les Français la voulaient, 95% d'entre eux, selon les sondages. François Hollande y a renoncé. La loi El Khomri, l'immense majorité des Français n'en voulaient pas. Eh bien, ils l'ont imposée, encore une fois, par voie parlementaire. Et Michel Onfray rappelait très justement l'affaire du vote sur le traité constitutionnel, rejeté par les Français en 2005 par référendum et adopté 3 ans plus tard à l'initiative de Nicolas Sarkozy par voie parlementaire. Alors, on verra justement ce que donnent ces élections. Il y aura la présidentielle avant les législatives. C'est une campagne dont vous allez vous occuper. Les candidats aux législatives devront passer, on a vu ça, c'est un courrier que vous leur avez envoyé, par une période d'essai, ce sont vos propos, afin d'éviter les problèmes du passé provoqués notamment par des candidats qui avaient tendance à déraper. Ils devront remplir un questionnaire sur leur parcours politique et associatif ainsi que leur casier judiciaire. Non, ça c'est s'agissant des demandes d'investiture. Non, quand les candidats du Front National vous allez un peu les surveiller quand même. Oui, mais vous savez, nos candidats aux législatives, ce sont pour l'essentiel des élus locaux, régionaux, solidement implantés. C'est le cas en Normandie d'ailleurs, comme partout ailleurs. Donc il ne s'agit pas de les surveiller, il s'agit simplement de leur permettre de faire la meilleure campagne possible, c'est-à-dire travailler le terrain, donner une visibilité au Front National sur tous les sujets locaux, ensuite mener dans leur circonscription la campagne présidentielle de Marine Le Pen, avant d'être eux-mêmes candidats aux législatives. On a eu des candidats qui avaient des propos parfois racistes. Non, vous savez, il y a eu 8000 candidats du Front National au départemental et il y en a une poignée dont le comportement n'était pas acceptable et qui ont d'ailleurs été écartés et ont été sanctionnés. Mais aux législatives, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Encore une fois, les 577 candidats du Front National aux législatives, la vingtaine de candidats qui porteront nos couleurs en Normandie, ce sont des élus municipaux, des élus régionaux qui font un excellent travail sur le terrain, qui montrent le vrai visage du Front National, qui permettent aussi à nos compatriotes de connaître le Front National et ses propositions dans leur vie quotidienne. Et ils ont naturellement vocation à porter nos couleurs aux législatives pour que Marine Le Pen soit élue à la présidentielle et que dans la foulée, elle ait une majorité bleu marine à l'Assemblée. Voilà, on va terminer par ça. On suivra ça de très près dans les mois qui viennent pour la présidentielle et donc les législatives. On découvre un dernier dessin de Chenu. Je veux être candidat. Jean-Marie. On t'a reconnu. T'as reconnu votre commentaire. Il va falloir vraiment faire attention. Hein. Un mot, justement. On t'a reconnu. Excusez-moi, j'ai pas vu le dessin. Ah, oui, regardez. Non, mais je le remonte, pardon. Je suis pas sûr qu'il puisse être candidat. Non, je crois que maintenant, Jean-Marie Le Pen doit jouer d'une retraite bien méritée. Il va falloir faire des tests ADN pour pouvoir voir si c'est pas lui. On en reparlera. Merci Nicolas B d'avoir été notre invité ce midi durant cette émission Dimanche en politique. Dans un instant, le journal régional et une deuxième partie nationale présentée par Francis Letellier qui reçoit Arnaud Montebourg. Merci, bon week-end. Merci Chenu. Merci Franck.